Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en dehors des cahiers de l'été. Est-ce qu'on tenterait pas un petit peu de reprendre un petit rythme ici, si c'est carrément l'objectif? L'ambition, c'est de vous sortir une vidéo tous les vendredis. Donc écoutez, ceci est la première. Et ce qui m'a grandement donné envie de faire cette vidéo, c'est de voir tous les scénarios que l'on voit partout sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, pour ne citer que lui. On a tendance à penser que parce que c'est du no-code, en fait, t'as pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de faire, juste t'assembles les blocs et si ça marche et tu croises les doigts, eh bien c'est super, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, il y a des choses à savoir, comme des normes à respecter, tout simplement. Et pour moi, c'est exactement comme en développement informatique classique, quand ton code peut fonctionner sans être optimisé, et au-delà d'être optimisé, un code mal développé peut aussi être un code qui potentiellement ne va marcher que dans 60-70% des cas, parce que tu n'as pas anticipé les différents cas d'erreur, ou même tout simplement les différents cas. Donc aujourd'hui, je vais vous partager ces 3 choses que je vois beaucoup trop souvent encore sur Make, et vous partager comment justement faire, si ce n'est pas de cette façon, pour réussir à passer au niveau supérieur avec vos scénarios. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Claire, je suis spécialisée en no-code et plus particulièrement en automatisation. Je forme et j'accompagne les entrepreneurs et entreprises à gagner en productivité, et cela passe par la réorganisation en mettant en place des espaces Notion que l'on vient automatiser, notamment grâce à l'outil Make. Et donc Make, c'est un outil d'automatisation no-code. C'est pas parce que c'est no-code que c'est facile, ça veut juste dire que tu n'as pas besoin d'apprendre un langage de développement. Si tu découvres totalement l'automatisation, je te mettrai de suite dans le petit i une vidéo par laquelle commencer, dans laquelle justement je te présente 5 automatisations que tu peux mettre en place, même si jusqu'ici tu ne sais pas du tout ce que c'est et que tu n'as jamais touché à un outil d'automatisation. Maintenant que j'ai remis un peu de contexte à tout ça, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite sur mon écran pour vous montrer la première erreur que je vois encore beaucoup trop souvent. Donc nous voici actuellement sur Make, et donc nous sommes sur l'interface de création d'un scénario. Et donc la première erreur que je vois vraiment beaucoup trop souvent, ce sont les personnes qui vont privilégier l'utilisation d'API REST à des webhooks. Donc je vais vous montrer très concrètement de quoi il s'agit. Imaginons que l'on souhaite créer une automatisation qui nous permette en fait de venir enregistrer les prospects qui prennent rendez-vous dans notre calendrier directement dans notre CRM. Et bien le déclencheur de notre scénario, ce sera la prise d'un nouveau rendez-vous sur notre agenda. Et donc ici, par défaut, en plus s'il le fait par défaut, Make dans ce cas en tout cas, nous met un petit éclair. Cela signifie que c'est un webhook. Un webhook, cela signifie que c'est instantané. C'est-à-dire que dès que la personne prend rendez-vous, ça allume le scénario. Et donc ça pour moi c'est la bonne façon de procéder, mais je vois encore beaucoup trop de personnes qui utilisent des modules de type API REST. Et donc des modules API REST, vous les reconnaissez parce qu'ils ont une petite horloge. C'est-à-dire qu'au lieu de se déclencher uniquement lorsque de la donnée arrive, ils vont se déclencher à intervalles de temps réguliers. Et donc je vais vous dire très concrètement quel est le problème avec ça. Parce qu'en soi, ça ne change pas le résultat, votre scénario fonctionne. Par contre, ça risque de vous coûter très cher. Imaginons que vous considériez que ce scénario soit ultra important dans votre business, c'est ok, et donc vous souhaitez qu'à minima toutes les 5 minutes, ils viennent vérifier s'il n'y a pas une personne qui aurait donc pris rendez-vous dans votre agenda. Et bien le souci de ça, c'est que dans une journée, donc dans 24 heures, j'ai compté, il y a 288 fois 5 minutes. Et donc en un mois, ça fait 8640 fois. Donc votre scénario va de toute façon se lancer 8640 fois, même si personne prend rendez-vous. Et donc ça va vous coûter 8640 opérations à minima. L'opération, c'est l'unité en fait sur laquelle est basée la tarification de l'outil Make. Vous payez à chaque fois que vous consommez une opération, dit très grossièrement. Et donc selon votre abonnement, évidemment, plus vous consommez d'opérations, plus celle-ci vous revient moins cher. Mais on va dire que pour un abonnement classique, milieu de gamme, on va avoir un coût pour 8640 opérations entre 5 et 10 $ par mois. Donc un scénario qui ne vous apporte strictement rien, juste pour être allumé, va vous coûter entre 5 et 10 $ par mois. Alors je ne sais pas pour vous,
mais pour moi, c'est pas du tout OK. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout les API REST vs les webhooks, plus globalement, les API, puisque que ce soit une API REST ou bien un webhook, ça reste une API, c'est ce qui permet à différents outils de communiquer entre eux, pour le dire très grossièrement. C'est comme les câbles qui viendraient relier virtuellement différents outils entre eux. Et dans ces câbles, on peut faire passer que certains types de données. Imaginons que nous soyons dans un restaurant et que l'information que nous souhaitions partager, c'est le fait que, ça y est, le plat est préparé et terminé, le chef a fini de le cuisiner et le serveur doit donc l'envoyer en salle. Eh bien, dans le cas d'une API REST, le serveur, il se comporterait de la façon suivante. À intervalles de temps réguliers, comme on vient de le faire, donc là, toutes les 5 minutes, eh bien, il va aller vérifier si le chef n'a pas terminé de préparer un plat. Et donc, ça veut dire que notre serveur, quoi qu'il arrive, on se rend bien compte qu'il va faire énormément de pas à la fin de la journée. Eh bien, vous pouvez vous dire que ce nombre de pas, c'est comme si c'était votre nombre d'opérations. À la fin, il va être beaucoup plus fatigué. À la fin, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Alors que dans le cas d'un webhook, en fait, le serveur, il peut être tranquillou en salle de pause en train de taper sa meilleure sieste parce que le chef va le prévenir quand un plat est prêt. C'est-à-dire qu'il a une petite sonnette, hop, il appuie dessus et le serveur arrive en quelques secondes. Et donc on se rend bien compte que si la salle est vide, eh bien le serveur n'est pas payé puisqu'il ne travaille pas. Enfin, dans la vraie vie, il serait payé, mais là on va considérer qu'il n'est pas payé, il est en pause. Alors que si la salle est pleine et qu'il y a énormément d'opérations, bah au moins on va payer uniquement pour les clients qui sont là, uniquement pour les prospects qu'on souhaite ajouter à notre CRM. Et c'est une différence quand même notable parce que autant quand on a un scénario, on peut considérer que c'est OK, dès qu'on commence à avoir un vrai système avec beaucoup d'automatisation, on peut vite multiplier beaucoup trop les coûts. Donc voilà, c'est la première chose. Et d'ailleurs, quand vous testez vos scénarios, ça c'est un petit truc hyper important que je vois souvent. Moi, souvent, pour tester mes scénarios, je fais ce que j'appelle un bouchon. Et donc, au lieu de faire rentrer de la donnée comme ça via l'outil, parce que parfois ça peut être un peu lourd de prendre typiquement rendez-vous 10 fois avec soi, je mets un petit module Airtable dans lequel je mets des données test. Et bien, au lieu de galérer à le supprimer, recliquer dessus pour venir l'ajouter, vous prenez l'horloge et vous la glissez en fait. Et voilà, tout simplement. Ne me remerciez pas, c'est pour moi. Deuxième erreur que font beaucoup de débutants et qui pour moi est un fléau sur LinkedIn parce que en plus d'être une erreur de débutant, c'est des choses dont les gens sont fiers. C'est de dupliquer 1000 fois la même branche. Je veux dire par là que très souvent on voit des scénarios, vous savez, hyper complexes, j'essaierai de vous en trouver à l'écran, des scénarios vraiment très très complexes juste parce que ils ont plein de chemins, plein de branches, mais en fait quand on regarde de plus près, on se rend compte que toutes les branches sont identiques et que en fait c'est juste les différents cas qu'il a créés sous forme de branches. C'est la pire chose à faire. Parce que très vite, déjà, ça va devenir immaintenable. Imaginons que tu aies encore un nouveau cas d'usage qui apparaît demain, bah tu vas faire quoi? Tu vas recréer une branche et au bout d'un moment, tu vas en avoir une centaine. Non mais on va où? Ce n'est pas possible de faire ça. Donc même si je suis la première à dire qu'il n'y a pas besoin d'être développeur pour faire des scénarios sur Make, il y a quand même 2-3 choses à connaître et pour moi, c'est notamment l'utilisation de tous les modules préconstruits par Make parce qu'en fait, ce sont des modules, un peu comme quand on joue au Lego, ce sont les briques de base de vos scénarios. Et ces briques, ce sont notamment des fonctions en algorithmie qui sont grandement utilisées, notamment les boucles. Donc ici, en vert, vous allez retrouver en fait toutes les fonctions justement de construction de votre scénario pour justement construire, on va dire, vos différents chemins. Par exemple, le routeur permet de subdiviser une route en 2 routes. L'itérator permet justement de faire une boucle, tout comme le repeater. La différence entre les deux, c'est que l'itérator permet de faire une boucle en parcourant un tableau, alors que le repeater va faire une suite d'actions un certain nombre de fois qui sera définie lors de la construction. Les modules violets sont plutôt des modules pour créer, transformer, manipuler plus globalement des variables, on en retrouve énormément. Et ici, nous avons tout ce qui s'apparente à mes yeux plutôt aux expressions régulières en développement, c'est-à-dire comment on va extraire des données d'un contenu, soit pour les retirer, les transformer, etc. Il y a beaucoup trop de personnes qui utilisent de l'IA pour faire ça, alors que vraiment, ça n'a aucun sens juste en termes d'écologie, d'économie dans vos scénarios. Ça, c'est algorithmique, ça se fait en 3 secondes. Utiliser de l'IA, c'est payant et ça prend beaucoup plus de temps. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Si vous souhaitez extraire toutes les adresses mail d'un contenu, c'est possible uniquement avec une expression régulière parce qu'on sait qu'une adresse mail, elle est toujours construite de la même façon avec un petit bout de texte, un arrobase, un petit bout de texte, point, une extension. Et ça, t'as pas besoin d'IA. Même si l'IA en est capable, ça veut pas dire qu'elle est la plus adaptée pour répondre à ce besoin.
Et donc au lieu de faire 1000 branches, eh bien vous allez pouvoir donc soit utiliser un itérator si vous souhaitez plutôt parcourir un tableau, ou un repeater si vous souhaitez réellement faire une action n fois, ou alors, et dans plus de cas je pense que ça va être ça, utiliser le switch. Bon, ils les ont mis dans 2 catégories différentes, c'est pas moi qui ai développé Make, moi j'aurais tout rassemblé. Pareil pour l'array agrégator et les différents agrégators ici, parce que j'aurais tout mis au même endroit, je veux dire c'est des fermetures de boucles, bref. Mais en tout cas, le switch, à quoi ça sert? Eh bien le switch, ça va vous permettre de définir justement vos différentes routes et dire, par exemple, si je suis dans ce cas-là, alors telle variable prendra telle valeur. Et ça change tout. Donc si je vous donne un exemple très concret, ici par exemple, je vous ai fait un scénario qui est pour moi un mauvais scénario avec des gros guillemets. Ça va parce qu'il y a 3 routes. Mais imaginons que demain on en ait 10. Bon là normalement ça devrait pas être le cas. Ça c'est un scénario justement que j'apprends à mes apprenants à créer parce que ça leur permet de comprendre justement la notion de condition, mais derrière très vite on le transforme avec un switch. Et donc ce scénario, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il surveille dans mon planning éditorial sur Notion les différents contenus que je vais vouloir créer. Et selon le type de contenu, donc est-ce que le type est un carrousel, est-ce que le type est un post ou est-ce que c'est un réel, eh bien ça va venir créer un prompt qui sera différent pour justement demander à l'IA de rédiger un brouillon de post. Évidemment, je lui mets pas le même prompt si c'est un carrousel, un post, un réel. Eh bien, au lieu de faire 3 branches, en fait, je vais pouvoir venir créer un switch ici que je vais mettre là. Hop. Et je vais venir en fait définir, donc l'input c'est le type de contenu. Hop, voilà, donc je suis allée récupérer la propriété de type de contenu qui existe dans Notion. Ici le premier use case c'est que ce soit un post, et donc l'output, on va faire OK. Je vais prendre post, je vais récupérer ça, voilà, OK. Ensuite, on a le carrousel, donc je vais le récupérer ici, voilà. Et enfin, le réel, voilà. Et je ne veux pas, mais je pourrais le définir, mais je ne veux pas définir de else parce qu'il y a des cas, typiquement mon podcast, où je ne souhaite pas qu'il m'aide à rédiger, je rédige tout moi-même. De même pour la newsletter, là c'est vraiment uniquement pour les réels carousels et posts. Donc si je ne rentre dans aucun de ces 3 cas, j'attends de lui justement qu'il ne rentre dans aucun chemin et que donc il s'arrête là. Donc on fait OK. Et là, je n'ai plus qu'à venir du coup créer un module OpenAI, create a completion. Hop. Ça va venir remplacer ces 2-ci en tant qu'utilisateur. Le message, c'est l'output. On enregistre et ici, je vais pouvoir rajouter ça en disant que cette fois-ci, mon contenu, ça va être le contenu généré par ce module. Et là, déjà, je trouve ça beaucoup plus propre. Je vais littéralement pouvoir supprimer tout ça. Et voilà. Donc là, dans ce cas-ci, je suis passée d'un scénario qui avait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 modules et surtout des doublons. Donc ça veut dire que à chaque fois que je voulais mettre à jour typiquement le module Notion, il fallait que je le mette à jour partout. Imaginons que je souhaitais juste changer le titre parce que je mettais un titre avant justement un script proposé par ChatGPT. Imaginons que je voulais changer ça, fallait que je le change dans les 3. Très très chiant. Et je suis d'accord, ça ne me coûte pas moins cher en opération, là c'est pas l'objectif, mais par contre, si demain je souhaite créer en fait un nouveau type de contenu, typiquement je veux qu'il me rédige un brouillon de newsletter, j'ai plus en fait qu'à venir ajouter un élément newsletter et ici à venir rentrer le prompt pour rédiger le brouillon de newsletter. Et je n'ai pas à redupliquer la branche, etc. Donc c'est un scénario qui est beaucoup plus maintenable, beaucoup plus propre, certes beaucoup moins impressionnant pour ses abonnés sur LinkedIn, mais perso, je préfère avoir des scénarios plus propres mais moins impressionnants. Maintenant, imaginons que pour un contenu, typiquement quand je rédige une vidéo YouTube comme celle-ci, eh bien je souhaite à la fois potentiellement rédiger un post pour LinkedIn et un réel pour Instagram. Donc imaginons que j'ai plusieurs types de contenus. Eh bien ce que j'aurais pu faire, c'est tout simplement itérer sur la propriété. Donc ici, la propriété type de contenu. Imaginons ici, en termes de type de post, j'ai vidéo YouTube, post LinkedIn, fiche LinkedIn, carousel, donc beaucoup de types de contenus très différents. Eh bien, il va venir itérer justement sur le type de post. Et donc, on voit, il y en avait 5, il le fait 5 fois. Pour les 5 différents types de contenus, il va venir donc rechercher si c'est un post, un réel ou un carousel. Et ici, je lui ai mis un prompt général pour les autres types. Et donc, de cette façon, à chaque fois, il va demander à l'IA, avec un prompt adapté, de rédiger le script. Et à la fin, j'utilise un texte agrégator, c'est-à-dire que je mets à la suite donc les différentes réponses de ChatGPT, séparées juste par une ligne. Et je viens en une seule fois venir l'ajouter dans
Notion. Donc c'est comme ça qu'on diminue le nombre d'opérations. Pourquoi ? Donc là j'ouvre une boucle qui va venir parcourir un tableau. C'est la seule façon que j'ai d'être certaine de traiter toutes les différentes étiquettes de type de contenu que j'ai attribué justement à mon contenu. Puis en fait ici je viens tout agréger. Pourquoi ? Parce que déjà l'API de Notion elle est limitée à un certain nombre d'appels par minute qui est quand même ultra bas. J'essaierai de vous le retrouver juste en dessous. Et donc il est très important quand on fait des scénarios où on fait appel à cette API typiquement, de minimiser le nombre d'appels, d'autant plus que chaque appel coûte de l'énergie, coûte des opérations, coûte de l'argent. Donc ici, en une fois, en fait, il vient venir ajouter le texte agrégé, au lieu d'ajouter le texte à chaque fois. Donc voilà, c'était le petit bonus pour vous expliquer un petit peu plus avec les itérators et les agrégators l'intérêt de les utiliser, ainsi que le switch intégré. C'est vraiment un tout petit exemple, mais ça vous laisse présager de la simplicité de scénario ultra avancé. Et je pense qu'un bon scénario, c'est un scénario qui fait énormément de choses en étant ultra simple. Même si parfois on est obligé de faire plein de branches et tout, là pour le coup, c'est pas du tout le cas et je n'aurais pas pu, sans utiliser les différents modules intégrés à Make, réaliser ce scénario. Et petit bonus quand même raccourci clavier, parce que j'en vois beaucoup trop qui galèrent avec ça. Si vous avez besoin de dupliquer une branche, dans un cas bien précis qui est le fait que vous avez réussi un truc que vous n'avez pas envie de perdre et que vous voulez quand même retravailler à côté, typiquement ici, je clique sur la touche Maj de mon clavier, je viens sélectionner tout, je fais CTRL-C, je fais CTRL-V et j'ai l'ensemble des modules et je n'ai pas du tout besoin de venir tous les dupliquer un par un parce que ça je le vois aussi beaucoup. Et vous avez aussi tout simplement la possibilité de soit cloner le module, hop, soit de venir le copier et n'importe où de venir le coller. Dernière erreur que je vois encore beaucoup trop souvent, ce sont les personnes qui vont transformer leurs données directement dans les modules. Alors attendez, je m'explique. Imaginons que nous soyons ici dans notre scénario et que je souhaite, au lieu de venir mettre le texte, hop, ici, que je souhaite venir en fait le mettre mis en forme avec uniquement les premières lettres en majuscules. Bon, c'est un exemple. Donc je vais utiliser ma fonction capitalize et donc je fais OK. Le souci, c'est que si demain, j'envisage également de venir créer, je sais pas, potentiellement de recréer un Google Doc, l'envoyer par mail, j'en sais rien. Eh bien, en fait, je ne saurais plus à quel endroit je l'ai transformé, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est encore plus vrai avec toutes les données un peu plus avancées que du texte, de type justement arrêt, date, etc. Où pour moi, une bonne pratique, et je faisais l'erreur aussi au début, mais une bonne pratique, c'est de commencer par justement créer toutes ces variables. Et donc, un module qui va vous être utile et qui est un peu la base pour moi, c'est un module qui s'appelle Set Multiple Variables et je vous recommande, c'est un peu une bonne pratique, bon là c'est un scénario tellement simple mais c'est un peu une bonne pratique pour les scénarios ultra avancés de le mettre en deuxième directement et de venir ici créer toutes vos variables une par une à partir des données que vous souhaitez récupérer au bon format. Donc imaginons typiquement les dates dans Notion, un enfer. Si je veux avoir l'information de la date de création, donc je l'ai ici, et bien hop, donc je vais l'appeler date création, voilà. Ici, j'ai cette donnée, sauf que je vois qu'elle est au format 2024 11 11 1. Donc, je vais mettre parse date, voilà. Et je vais dire, donc, ça me semble être... Attends, c'est en novembre, donc ça, c'est les mois, pardon. Month, day, hop. Et donc, ici, si je fais un run sysmodule only, hop, et que j'appelle ça, donc, 2024 11 03, hop. Ici, il me renvoie bien au format date. Et à partir de là, cette date, je peux la réutiliser partout. Elle sera comprise par tous les autres outils. Imaginons que je souhaite venir dans Airtable ajouter cette information, j'en sais rien, c'est possible. Ou programmer un contenu sur les réseaux sociaux via Buffer. Eh bien, je pourrais réexploiter cette date en tant que date et non en tant que chaîne de caractères. Parce que ici, j'avais aucune certitude que la donnée d'entrée soit bien comprise par mes outils en sortie. Alors que maintenant, je peux réutiliser cette variable partout et je suis certaine qu'elle sera au bon format. Autre avantage, c'est que si demain je souhaite changer d'outil et que donc je souhaite changer potentiellement le trigger, en fait j'aurais juste à remapper
toutes les variables de ce premier module, mais après, tout le reste de mon scénario fonctionnera toujours. Et donc ça, c'est quand même hyper puissant. Et donc c'est pour ça que pour moi, ça s'apparente un peu aux bonnes pratiques et que c'est un bon réflexe à prendre. Voilà, donc j'ai terminé avec cette vidéo. Honnêtement, ce qui m'a donné envie, c'est de voir les scénarios un peu mal faits, mais en même temps, je me rends compte même dans les bootcamps que je partage beaucoup d'astuces juste de comment utiliser bien Make, juste en termes de raccourcis clavier, etc. Donc si vous voulez que je vous partage d'autres astuces, peut-être que ça peut être l'occasion de vous faire une vidéo focus sur justement tous les tips, tous les réflexes à acquérir quand on se lance sur Make. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous préparerai cette vidéo avec plaisir. La semaine prochaine, je reviens avec une vidéo très spéciale que je suis trop contente de faire. J'ai trop hâte de vous la sortir. Donc en attendant, on se retrouve dans mon podcast dès lundi, dans ma newsletter dès mercredi. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle semaine et on se retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.